retrouvons derrière moi l'entrée du fort Maginot alpin de Sainte-Agnès. On remarquera que cet ouvrage, qui est finalement le dernier descendant des fortifications, parce que dernier descendant d'une guerre horizontale, puisqu'ensuite on va passer dans les silos de missiles et guerres verticales, eh bien on découvre un caméléon. Sa façade est adaptée à la géologie du lieu, relief karstique gris, la façade est grise, et la couche granuleuse qui s'applique dessus évite la brillance au soleil. Il ne peut donc pas être remarqué d'un avion de reconnaissance. Alors nous sommes ici dans une station de traitement d'air et de neutralisation des gaz. Dans les forts de la ligne Maginot, on a cette réminiscence de la Grande Guerre de 14-18 avec le gaz hypérite, le gaz arséné qui ont fait tant de morts dans les tranchées à ciel ouvert. Et ici donc on retrouve cette phobie et cette prévention du coup contre ces potentielles attaques au gaz avec des filtres à charbon actifs qui vont fixer ces gaz, les neutraliser. Ça c'est le premier élément intéressant ici. Le deuxième étant l'idée à la fois écologique et cogénérationnelle de cette installation qui permet en fait de traiter l'air qu'on a aspiré à l'extérieur, mais de le traiter pas seulement par le filtre, mais aussi thermiquement. C'est-à-dire qu'avec un échangeur thermique, on va recycler l'eau de refroidissement de la centrale électrique qui est devenue chaude en sortie de moteur pour chauffer l'air qui sera ensuite dispatché dans les galeries. Donc c'est cogénération et écologie, recyclage. Nous sommes ici dans la centrale électrique du fort qui était finalement comme un gros sous-marin sous la roche. Il fonctionnait en autonomie complète pendant 3 mois avec près de 70 000 litres de gasoil et on imagine le bruit ici dans ce fort qui était extrêmement important. Les électromécaniciens procédaient par signes entre eux pour se comprendre et ils avaient des bouchons dans les oreilles. Voilà, nous voici dans les cuisines de l'ouvrage avec une très belle cuisinière à charbon. On pouvait préparer jusqu'à 800 repas par jour ici, sachant qu'il y avait près de 400 hommes. Alors on transportait à l'aide de cantinières ces viandes et légumes dans ces cantinières réputées isothermes sur des petits wagonnets vers les postes de travail ou directement dans les chambrées où sur place ils pouvaient consommer leurs repas. On dira également que le fort ne donne aujourd'hui que 13 degrés de température interne pour les visiteurs, mais à l'époque on chauffait l'ouvrage, on l'a bien compris, il faisait 18 degrés secs environ, ce qui pour l'époque est extrêmement surprenant et étonnant. Donc là, on arrive dans le couloir où patientaient les malades. L'hôpital, on retrouve un hôpital dans tous les forts de la ligne Maginot, et infirmerie, pharmacie, tisanerie, bloc chirurgical, douche de décontamination, même dentiste. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est que la notion d'asepsie est pensée. On retrouve des parois mosaïquées assez haut, un sol en légère déclivité pour plus facilement nettoyer, et puis surtout un couloir de retrait pour le personnel opérant pour ne pas repasser par le bloc chirurgical, et là on découvre déjà la notion des maladies nosocomiales. Grande modernité là aussi. On va repartir par là.
On retrouve ici un morceau de roche vive qui permet de découvrir le travail consenti par les ouvriers qui ont foré ici à coups de dynamite et de marteaux pneumatiques qu'on appelait à l'époque les marmottes. Il n'y avait pas encore le tunnelier quand les premiers coups de pioche ont été donnés en décembre 1931 dans ce calcaire compact du Jurassique. Et on pourrait signaler que parmi ces ouvriers, il y avait entre 30 et 50% d'Italiens sur ces chantiers alpins qui ont travaillé à la confection de ces ouvrages qui étaient quand même censés nous protéger contre l'Italie de Mussolini. Voici une casemate du secteur sud qui regarde Menton et la Méditerranée. Dans cette casemate, un canon modèle 1931, calibre 75 mm. Alors, ce qui est intéressant, bon, bien sûr, ce fort a servi, il n'a pas été seulement témoin, il a été acteur en juin 40, on a tiré avec ses pièces d'artillerie, mais ce qu'on sait peu, c'est que les servants de ces armes en milieu confiné étaient confrontés à un bruit extrêmement agressif, 130-140 décibels, et comme il n'y avait pas de protection de casque anti-bruit spécifique à l'époque, eh bien malgré les rares protections comme le caillou sous la langue, les oreillettes de cuir ou les bouchons de cire dans les oreilles, on crée des pathologies auriculaires graves, acouphènes, hypoacousie. La surdité est au rendez-vous dans la ligne Maginot. Un mortier de 80 mm qui est une pièce assez classique d'un Maginot avec une portée de près de 3 km 800 qui tirait essentiellement contre des fantassins. Alors nous sommes ici dans un des étages du bloc sud d'artillerie. Il faut comprendre qu'un fort Maginot, c'est comme une main posée sous la roche. Vous avez la paume qui ressemble finalement à la galerie mère, à la galerie des œuvres vives, où se rassemblent tous les éléments de fonctionnement du fort, et puis de là partent les doigts-galeries, autant que nécessaire, au bout desquels on va trouver les blocs de combat et dans lesquels sont assujettis les étages. Voilà le schéma type de la ligne Maginot. D'ailleurs, les inventeurs de la ligne Maginot, Tricot et Frossard, avaient appelé ça au départ le fort palmé ou araignée, puisqu'on pense à la patte d'un palmipède. Dans les Maginot des Alpes, on ne trouve pas de douche, donc on se lave au robinet avec certes de l'eau courante. Rappelons quand même que le fort détient l'eau courante dès 1936. Le village n'aura pas l'eau courante avant 1964. De l'eau 10 litres par soldat et par jour, de l'eau froide, mais aussi, bon, bien sûr, le savon de Marseille, le rasoir, le blaireau, et puis ce plan incliné qui nous fait penser à un lavoir. Très justement, puisqu'on va pouvoir s'y laver entièrement aux gants de toilette, mais on va pouvoir aussi y laver son linge en cas de combat à l'extérieur. On ne peut pas sortir, on fait tout cela ici, et puis ensuite, il faut faire sécher le linge lavé et essoré. On va l'étendre alors soit sur des tuyaux d'air chaud, comme celui-ci, soit derrière nous sur des étendoirs installés à cet effet. Voilà, nous retrouvons dans une chambrée de troupes. Alors on pouvait trouver jusqu'à 24 soldats dans ces chambrées. Elles étaient chauffées par ce système de trous latéraux qu'on voit dans les conduites au plafond. Un air chaud pulsé par le fond qui réinvestit le volume tout en expulsant l'air froid vers l'extérieur. Et ainsi, par les trous de la porte d'entrée, cet air s'en va. Donc ce courant continu permettait d'avoir une chambrée chauffée, sans humidité, sans odeur, dans laquelle on pouvait manger sur ces tables, on pouvait lire, écrire aux familles, jouer aux cartes, on trouvait parfois des phonographes, et puis il y avait aussi le fameux journal Le Petit Niçois, qui donnait des nouvelles du front, etc., et de l'actualité. Voilà, on comprendra que c'est un lieu, un lien un petit peu social, la chambrée, parce qu'il n'y a pas de réfectoire dans les forts alpins. Tout est optimisé, les espaces sont rendus polyvalents quand on construit sous roche,
C'est pas comme sous terre, on est obligé, vu le coût financier, eh bien, de rendre ces espaces un petit peu polyvalents. Pour ceux et celles qui souhaiteraient visiter le fort de Sainte-Agnès à Imagino, eh bien vous pouvez évidemment nous joindre sur notre site internet Mairie Sainte-Agnès, et également par téléphone au 06 88 75 70 89.